Fin de siècle et lumière révolutionnaire. Qu'avons-nous besoin de ces hommes qui n'ont fait que des livres? Il nous faut des patriotes qui se soient exercés dans les révolutions, qui aient combattu corps à corps le despotisme. Ainsi parle Robespierre, cité par Pierre Gascard dans le tome de la Pléiade qu'il consacre aux écrivains de la Révolution. Gascard souligne aussi qu'aucun grand auteur ne fut présent pour décrire la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, à laquelle Chateaubriand ne consacrera que quelques lignes plus tard dans ses mémoires. Et pourtant, les écrivains ont un passé douloureux avec la Bastille. Pélisson y fut enfermé au XVIIe siècle, Voltaire et Marmontel au XVIIIe siècle, et bien d'autres. Fin de siècle et lumière révolutionnaire, l'intitulé est large. La Révolution, dans nombre d'histoires littéraires, constitue une rupture décisive. Certains théoriciens défendent par exemple l'idée que l'on ne peut parler de littérature à proprement parler qu'à partir du XIXe siècle, après la Révolution. Nous ne trancherons pas ici cette question. Il est tentant pour nous aujourd'hui de tracer une ligne téléologique qui ferait des écrivains depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution des initiateurs, des déclencheurs, des acteurs de celle-ci. Néanmoins, il faut se montrer prudent et distinguer entre les idées de ces auteurs et philosophes, notamment leur haine du despotisme, l'esprit de liberté qui les anime, leurs œuvres tout au long du siècle, et le rôle et le sort des auteurs pendant la Révolution. Mentionnons notamment ce lourd bilan. Durant la Révolution, Cazotte, Chénier, Olympe de Gouges, Fabre d'Églantine sont exécutés. Condorcet et Chamfort se suicident. Mais il faut aussi établir que les relations sont compliquées entre écrivains et révolution. Tous désirent plus de liberté, et nombre d'auteurs ont souffert diverses formes de persécution. Exil, emprisonnement, livres censurés ou brûlés, par exemple Voltaire, Prévost, Diderot, Rousseau, Montesquieu, Crébillon, Helvétius, Soirmontel, Mirabeau. Mais ils ne sont pas forcément pour autant partisans d'une république. Et il ne faut pas non plus oublier qu'une majorité d'entre eux fréquentent les grands, s'ils ne le sont pas eux-mêmes. Et les grands sont souvent aussi leurs protecteurs. L'ambition de cette présentation sera par conséquent modeste. Il s'agira de présenter quelques auteurs de la fin du XVIIIe siècle et de tracer des lignes prudentes entre leurs œuvres et le déroulement ou les principes de la Révolution française. Nous prendrons pour point de départ chronologique les années 1770, sans nous aventurer du côté des œuvres de Diderot et Rousseau, auxquelles d'autres présentations sont consacrées. Pourquoi les années 1770 ? En 1778 et en 1784, entre 1778 et 84, Rousseau, Voltaire et Diderot meurent. C'est la disparition de trois grands hommes de lettres. Une nouvelle génération d'auteurs apparaît, qui ont beaucoup lu et admiré les textes de ces auteurs, qui s'en inspirent et en prennent parfois le contre-pied, comme nous allons le voir. Commençons par ce que l'on peut en partie considérer comme l'héritage de Rousseau, en l'occurrence de sa description d'un état de nature et de sa critique de la vie en société, mais aussi de Diderot et de ses salons. Pour Gascard, l'héritage philosophique des Lumières se retrouve, mais affaibli, dans l'influence de Rousseau sur certains écrivains qui vouent dans leurs œuvres un culte à la nature. Il s'agit pour eux d'exalter la nature pour condamner les vices de la société et de tourner le dos au monde des hommes. Ainsi, la poésie bucolique et ou galante et ses bergers et bergères à l'antique envahit-elle les revues, par exemple l'Almanach des Muses, et ce, jusqu'au cœur de la Révolution. Drôle de contraste avec cet événement historique. Pour parler plus généralement, on parle parfois de pré-romantisme pour qualifier un certain type d'œuvre de la fin du XVIIIe siècle, celle où domine une sensibilité élégiaque, le goût de la nature et des ruines, le spleen, la mélancolie et la rêverie. Arrêtons-nous brièvement sur deux figures importantes liées à cette sensibilité. André Chénier. Le XVIIIe siècle est réputé ne pas avoir été un siècle très propice pour la poésie. Ainsi, avec Chénier, on parle de résurrection de la poésie, ou encore du seul grand poète français du XVIIIe siècle. Et encore fut-il méconnu de ses contemporains et admiré seulement après sa mort. Il est notamment l'auteur d'élégies d'inspiration pastorale et antique, mais aussi, entre autres, d'un hymne à la justice. Chénier s'engage effectivement pour la liberté. Il est enthousiasmé par la Révolution.
Mais assez vite, il dénonce les dérives des Jacobins et sera emprisonné puis guillotiné en 1794, 2 jours avant la chute de Robespierre. Ses œuvres seront publiées de façon posthume en 1819 et susciteront l'admiration des écrivains romantiques du siècle suivant. Victor Hugo dira de Chénier qu'il a été, je cite, « un romantique parmi les classiques ». Bernardin de Saint-Pierre est un ami de Jean-Jacques Rousseau. Demeuré célèbre pour un roman paru en 1788, Paul et Virginie. Ce roman est écrit dans la veine pastorale, en cela qu'il oppose la vie simple dans la nature à la corruption de la société. Mais il a cela de spécifique qu'il s'agit aussi d'un roman dit exotique, qui a pour cadre l'île Maurice. Le roman raconte l'histoire de 2 jeunes enfants, Paul et Virginie, élevés ensemble sur une île et qui en viennent innocemment à s'aimer. Mais la poursuite des ambitions sociales les séparera et précipitera leur mort. L'idylle s'achève en tragédie. À l'opposé de cette veine idyllique, élégiaque, pastorale, plusieurs romans de la fin du siècle peignent au contraire la débauche. Ce sont, pour le dire rapidement, des romans libertins, mais le qualificatif est large, et pour désigner les romans sur lesquels nous allons nous arrêter un instant, on a aussi plus précisément pu parler de romans du mal. On peut associer à cette catégorie Cazotte et son diable amoureux, auteur qui fut guillotiné en 1792, Rétif de la Bretonne et ses romans Le paysan perverti et la paysanne pervertie. Rétif est d'ailleurs l'écrivain à qui l'on doit les témoignages les plus nombreux de la Révolution, même si certains d'entre eux sont sujets à caution. Ou encore Les amours du chevalier de Faublas de Louvet de Couvray. Mais le plus illustre représentant de ce type de roman est Coderlos de Laclos. Inconnu avant la publication de son chef-d'œuvre Les liaisons dangereuses, paru en 1782, qui crée le scandale et le rend célèbre. Les liaisons dangereuses est un roman épistolaire dont les 2 protagonistes principaux sont 2 libertins, Madame de Merteuil et Valmont, qui appartiennent à la noblesse, 2 héros du mal qui exercent leur désir de conquête, de gloire, de pouvoir sur les autres personnages du roman. À titre d'exemple, Valmont écrit à Merteuil cette forme de devise « Conquérir est notre destin ». Et il s'agit de conquérir aux dépens des autres personnages, bien entendu. Laclos a affirmé comme suit l'utilité morale de son œuvre. Je cite « C'est rendre un service aux mœurs que de dévoiler les moyens qu'emploient ceux qui en ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes. Et je crois que ces lettres pourront concourir efficacement à ce but. » Et les liaisons dangereuses ont suscité et continuent de susciter des interprétations multiples et contradictoires. Est-il, par exemple, révolutionnaire, dans la mesure où il dénoncerait les vices de l'aristocratie? Difficile à dire. Certains personnages nobles dans le roman sont positifs. Mais encore, certes, la fin du roman est édifiante. Valmont et Merteuil connaissent des fins tragiques. Mais le lecteur a adopté tout du long leur point de vue et a sans doute pris plaisir à leur virtuosité. Enfin, on peut dire que l'on retrouve bien chez ces libertins le désir de liberté qui anime le siècle, mais il est ici perverti et converti en désir de dominer, d'anéantir l'autre. Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Sade est allié à la maison de Bourbon, à la famille royale, et promis à un grand avenir. Mais il est très vite renié par l'aristocratie pour son libertinage. Et sa vie est en effet une succession de débauches, de scandales et d'emprisonnements. Il écrit que sa volonté dans ses œuvres est d'offrir partout le vice triomphant et la vertu victime de ses sacrifices. Cela vous donne une idée. Les infortunes de la vertu, paru en 1787, mettent par exemple en scène Sophie, une jeune fille vertueuse, soucieuse de se raccrocher à la morale mais précipitée dans la misère. Plus Sophie s'engage sur la voie de la vertu, plus elle est punie. Sade mêle dans son œuvre le libertinage propre au XVIIe siècle, soit une violente critique de la religion, au libertinage tel que l'entend le XVIIIe siècle, soit le libertinage des corps. Michel Foucault a dit de Sade qu'il avait achevé les Lumières. On peut entendre le verbe achever au 2 sens du terme. Sade clôt la période et il détruit le fondement des Lumières, c'est-à-dire la croyance en la perfectibilité de l'homme. Quelques mots à présent à propos du théâtre de la fin du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on assiste à un déclin progressif de la tragédie. On retiendra les poètes tragiques que furent Crébillon père et Voltaire,
dont nous ne lisons plus guère les œuvres théâtrales. Le siècle a vu l'apparition d'un genre nouveau, le drame, illustré et défendu par Diderot. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul nom pour évoquer le théâtre de la seconde partie du XVIIIe siècle, ce serait celui de Beaumarchais, par exemple de son Barbier de Séville, créé en 1775, et du Mariage de Figaro, créé en 1784. Je me permets de vous renvoyer ici, pour plus de précision, à la présentation consacrée à la comédie post-molièresque. Beaumarchais est né dans une famille d'horlogers parisiens cultivés. Il est anobli par le roi et prend le nom de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Il fait représenter le Barbier de Séville en 76 et c'est un triomphe. En 83, le Mariage de Figaro est interdite par le roi pour sa portée subversive. Louis XVI aurait dit, je cite, « Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas d'une inconséquence dangereuse. Cet homme se joue de tout ce qu'il faut respecter dans un gouvernement. » Fin de la citation. Héritier de Voltaire, Beaumarchais donne à la comédie une place dans le combat philosophique. Il déclare « Le théâtre est un géant qui blesse à mort tout ce qu'il frappe. » Ces comédies sont des satires politiques et sociales dans lesquelles il ridiculise le clergé, la justice, la censure, les passe-droits de toutes sortes et les adversaires de l'encyclopédie. Avec le Mariage de Figaro, dans lequel un valet s'oppose à son maître, ce dernier étant présenté comme un aristocrate infidèle et injuste, le théâtre devient une tribune pour fustiger les abus d'ordre social et politique. Par bien des aspects, on peut dire que le théâtre de Beaumarchais annonce la Révolution. Avant de conclure, mentionnons en passant la dramaturge et révolutionnaire Olympe de Gouges, moins pour ses œuvres théâtrales que pour sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un philosophe se distingue en particulier avant et durant la Révolution. Il s'agit du marquis de Condorcet. C'est un héritier des philosophes des Lumières, le disciple et l'ami de d'Alembert, et il a fréquenté Voltaire et Turgot. Il est l'auteur, entre autres, d'une esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain en 1793, véritable manifeste de la pensée progressiste de la fin du siècle. Arrêté en 1794, il se suicide avant son exécution. La période de la Révolution, enfin, est propice à la grande rhétorique, à la grande éloquence politique et aux orateurs qui la manient, propice aux tribuns, mais aussi aux journalistes. La possibilité nouvelle d'une parole publique autorise en effet chacun à donner son avis, voire l'exige de chacun. L'éloquence qui, sous la monarchie absolue, ne pouvait s'exercer dans le domaine politique, retrouve son cadre premier, l'Assemblée. Et l'on peut dire que tous les grands hommes qui marquent l'histoire de 89 à 95 sont de grands orateurs. Citons par exemple Mirabeau, Vergniaud, Danton, Robespierre, Saint-Just, tous morts entre 91 et 94, les 4 derniers guillotinés. C'est Danton qui, lors d'un appel à l'Assemblée législative en 92, a prononcé cette phrase célèbre. « Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace et la France est sauvée. » Quant à Saint-Just, il est le plus jeune des orateurs révolutionnaires et le plus inflexible soutien de Robespierre. Ce dernier a été l'instigateur de ce que l'on a appelé la terreur, et son éloquence n'en laissait pas moins de se nourrir de celle de Rousseau. Ainsi la boucle est bouclée avec le début de cette présentation où nous citions Robespierre. Mais de l'éloquence de Rousseau à la sienne, on retiendra que ce n'est pas le même pouvoir qui s'exerce, et que l'œuvre littéraire ne se met pas facilement au service d'une doctrine, pas plus qu'elle ne peut prévoir les manières dont elle imprégnera les lectrices et lecteurs du futur.